Je suis directeur marketing chez Nose Paris. Donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2012 par 7 cofondateurs, venant de milieux très différents. Hein. C'était du conseil, de l'intelligence artificielle, et d'autres milieux, la distribution de parfums de niche en Italie, et avec le but d'appliquer l'intelligence artificielle à la beauté. Donc premièrement au parfum et aux parfums de niche. Donc ils ont eu quand même l'intelligence à l'époque de se concentrer sur une sélection de parfums d'exception, on l'appelle, ou parfums d'artistes, on dit en Italie par exemple. Donc des parfums qui sont produits selon les méthodes de la slow perfumery, comme le slow food, donc évidemment selon des méthodes d'extraction durable, avec un sourcing très particulier, avec un allant au niveau du brief et de la composition des formules au-delà des contrats de marketing de coûts qu'on peut retrouver par exemple chez L'Oréal, etc. Et donc la parfumerie niche est née un peu dans les années 90, je dirais, et donc chez Nose, il y a aujourd'hui une centaine de marques, à peu près 1400 références, uniquement de la parfumerie de niche, qui est évidemment à son intérieur très différent. Il y a des boutiques qui appartiennent ou des Mardula qui appartiennent à L'Oréal et des maisons de parfums indépendantes. En tout cas, l'idée c'est d'accompagner le consommateur dans le choix de son parfum et dans l'identification même du parfum idéal, avec un diagnostic qui est basé du coup sur de l'intelligence artificielle. Donc on travaille avec des data scientists et des nés qui qualifient du coup toutes les formules existantes, et pour que les gens puissent rentrer du coup le parfum qu'ils ont porté dans leur historique, et qu'on puisse leur conseiller du coup d'abord 5 parfums dans leur sélection, et ensuite ils l'évaluent, et à l'étape d'après du coup ils vont retrouver d'autres recommandations, et pour 10 €, ils peuvent recevoir le sample kit qui propose du coup les 5 jus, et normalement ils peuvent identifier du coup quel est le parfum idéal. Donc on va faire la même chose dans la cosmétique. Et avant, pour vous donner une idée, du coup, j'ai fait mes études à Bocconi en Italie, à Milan, à Singapour à la CNU et à la CBS à Copenhague. Et ensuite j'ai commencé, j'étais chez L'Oréal au tout début, sur le chez Armani, sur la franchise Acqua di Gio, et donc tout autre chose, hein, parfums commerciaux, c'est presque, je dirais, de la lessive, hein. C'est-à-dire que le marketing qu'on fait est bien différent de celui qu'on essaie de faire aujourd'hui, je pense. Ensuite chez Chanel dans le travel retail. Et ensuite, j'étais dans une plus petite boîte qui était Inès de la Pression Paris, donc je participais au renouveau de la marque en 2013 quand elle a été rachetée par des nouveaux investisseurs. Et ensuite, j'étais en freelance pendant 2 ans. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de faire un focus un peu sur les commerces de la beauté, en abordant un peu ces questions clés. Donc, comment le marketing s'est transformé en 10 ans. Moi, il y a une chose qui m'impressionne, c'est effectivement même... je dirais les sujets comme tu disais du code Bocconi, disons on essaie quand même d'être avant-garde, etc. À Singapour, j'avais fait des cours de neuromarketing et tout, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc la transformation qu'il y a eu, et en prenant du recul, du coup, quels sont les piliers de cette transformation. Ensuite, quel genre de questions on peut se poser aujourd'hui. Alors ça s'adresse effectivement au public du coup, qui n'est pas extrêmement averti en marketing. Je veux vous présenter quand même quel est notre quotidien en marketing. Et où se situe le marketing aujourd'hui, évidemment, dans une entreprise, et comment on peut, la transition qui est en termes de modus operandi et de manière de penser au marketing pour avoir justement des idées qui ne sont pas des one-shots, mais des idées qui ont un impact sur le long terme. C'est ce qu'on essaye de faire, évidemment. Et un peu quels sont les biais de la beauté aujourd'hui, marketing de la beauté aujourd'hui, et comment ces biais vont se transformer. C'est-à-dire que, par exemple, l'émission de Figital, effectivement, elle a 20 ans, mais quel est le Figital quel sera le Figital dans 5 ans, par exemple, dans la beauté. Donc, cette partie-là, voilà, là, juste pour situer un peu le contexte, donc c'est sûr que, surtout par rapport à avant, moi, par exemple, dans la boîte où je suis aujourd'hui, je collabore vraiment, mon binôme, c'est le CTO. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, la fonction du IT, etc., était quelque chose de, je ne dirais pas accessoire, mais c'était, on développait les produits, on développait les campagnes. Après, il y a une fonction IT qui nous accompagnait. Là, c'est plus du tout le cas. Le CTO, au moment de l'entreprise où je travaille, participe, décide en fait au stade initial. Il y a la notion de, si on regarde un peu ce qui a un peu pu changer, le CTO donc,
Chief Digital Officer ou Data, ça s'est distingué par rapport au marketing. C'était déjà le cas avant, mais aujourd'hui, on recherche même dans les petites structures quand même cette autre figure, parce que le marketing doit travailler du coup sur aussi ce qui est RP, communication, etc. Et dès que c'est très technique, c'est du coup le CDO qui prend en charge. Il y a sans doute de plus en plus une proximité avec le terrain. Et donc j'essaie un peu de voir avec les différents actes du marketing quelle est la chaîne en fait, quelle est la chaîne dans l'histoire, en commençant par les études marketing, plus du tout le même rôle qu'avant. Je me rappelle chez L'Oréal on utilisait des NPD par exemple, c'était du coup des panneaux avec tous les chiffres des ventes, etc. dans différents pays. Aujourd'hui, cette partie-là, une autre chose importante, c'est tout ce qui était benchmarking qui était extrêmement important. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un focus sur proposer des idées différenciantes, encore plus qu'avant. Pourquoi? Parce que avec la montée du coup du digital, les réseaux sociaux, etc., on ne peut plus se permettre de faire comme les autres. Même dans les entreprises, je parle de la beauté Dior, par exemple, c'est numéro 1. Ils ne peuvent pas se permettre, même si leurs décisions ont apporté des grands résultats, ils ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils ont fait auparavant. Ils doivent se renouveler. Et ils sont obligés, et surtout parce que c'est aujourd'hui à la portée de tout le monde, justement être dans la veille, de développer des stratégies qui sont... tout le monde a accès en fait à, par exemple, à un budget marketing digital. Avant, justement, il n'y avait pas ce budget, c'est quelque chose qui s'est créé quand même dans les 10 dernières années. Ensuite, il y a le marketing développement, et donc c'est justement ce département-là, c'est ce qu'on va voir plus tard, qui doit consulter de plus en plus du coup la partie digitale, et c'est plus lui tout seul qui décide, du coup il y a vraiment une redistribution des rôles. Dedans, il y a le brand management, le new product development, etc. Dans le marketing digital, donc il y a plein de métiers qui sont créés. On le voit sur LinkedIn, il y a de plus en plus de nouveaux métiers. Il y a un gros focus sur l'acquisition, le traffic management marketing, le CRM marketing, donc tout ce qui est rétention, comment développer la fidélité, du coup la rétention des clients, et le CSEM qui est du coup évidemment tout ce qui est Google, Search, Shopping. Le SEO, du coup, comment on fait remonter en fait l'entreprise imprégnée dans les résultats, comment on donne de la visite sur Google. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a plus que Google. Il y a de plus en plus de moteurs de recherche qui arrivent, et surtout, nous par exemple, on a cette année déployé le site en coréen et en arabe, en même temps, c'était en juin. Et bah, il y a coréen, il y a évidemment Never, il y a Yandex en Russie, ils ont leurs propres contraintes. Donc à chaque fois, il y a une partie administrative aussi qui est assez complexe qui va avec. Donc le SEM, en fait, non seulement ça change en persistance, mais il doit s'adapter aux différents moteurs de recherche internationaux. Le marketing opérationnel, du coup, ça sera l'étape d'après où au sein des filiales, si l'entreprise est assez grande, on implémente du coup sur le marché les différentes actions. Le trade marketing, c'est tout ce qui est animation, ça s'appelle l'animation en point de vente et l'animation aussi sur le site avec le fameux e-visual merchandising. Ce qui est intéressant ici, c'est en quoi ça s'est transformé. On essaie de plus en plus de créer une cohérence entre le site et la boutique avec les modèles brick comme mortar. Par exemple, nous on a une seule boutique, on a depuis le début, on a le parti pris d'avoir une seule boutique, un seul point de vente à Paris qui rayonne quand même, qui est dans tous les city guides, on le voit sur internet, etc. Et d'investir, de tout investir en fait sur le site. Donc voilà, une de nos missions, c'est vraiment de donner exactement la même expérience en ligne qu'en boutique. Alors au début, le site a été refait, il y a une refonte du site, on n'était pas content, on a essayé d'aller encore plus loin au niveau des vidéos, etc. Et là on est en train de travailler à une partie plus sensorielle qui par exemple du coup peut transformer ce qui se vit en boutique. Je vous invite du coup peut-être y aller, ça peut être intéressant. On sent les parfums, mais on montre aussi les matières premières, donc on peut sentir, on peut identifier même quelles sont les matières premières que nous affectionnons. On peut même comprendre pourquoi on les aime, hein. Évidemment c'est lié à l'enfance, etc. Mais pas que. Et on peut du coup, et sur internet avec du contenu visuel, on essaie de reproduire un peu la même expérience sans tomber dans quelque chose de personnel. C'est-à-dire que forcément,
chacun attribue ses propres valeurs à la vanille, par exemple. Il y a des personnes qui pensent détester la vanille, mais en fait, quand ils sentent avoir un vanille, ils l'adorent. Donc, il y a 3 matières qui sont même utilisées en psychanalyse pour éveiller les souvenirs de la première enfance. C'est le thymol, par exemple, la vanilline, justement, et l'héliotropine. C'est intéressant, c'est une matière première qui est utilisée aussi pour produire l'LSD, mais aussi qui a, mais aussi qui est très, qui rappelle vraiment la colle qu'on utilisait à la crèche. Donc, c'est un souvenir assez universel. Mais on ne peut pas, chacun attribuer sa valeur. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas nous attribuer des émotions aux matières premières, on laisse plutôt le client du coup sentir et percevoir du coup ses propres émotions. Donc on essaie de assez technique, tout en faisant rêver avec tous les sens sur lesquels on peut interagir. Et le marketing commercial, du coup, nous, c'est sûr qu'une bonne partie de notre travail est sur le retail marketing, donc tout près du terrain. On peut facilement, moi en tant que directeur marketing, je peux aller à la boutique et voir comment les clients réagissent, et je peux très facilement avoir des feedbacks. C'est ça l'intérêt d'avoir d'être si près du marché. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la transformation commençant qu'il y a eu entre 2012 et 2022, donc en 10 ans. À l'époque, du coup, notamment chez L'Oréal, on avait du coup le marketing développement qui était au cœur de tout. Chez Armani, en plus, on avait on n'avait pas non plus l'autorité de la créa, comme par exemple chez Chanel, où c'est la créa qui décide du coup le développement produit, les visuels, etc. Et ensuite, on les donne au marketing qui développe les produits. Là, c'était vraiment le marketing avec les études, en corrélation avec les études, qui définissait du coup les produits. Et je vous avoue qu'il y avait énormément de... on s'inspire énormément d'autres marques, des de Chanel notamment, et tout ce qui marche mieux. Et après, il y avait du coup l'approbation, il y a plusieurs niveaux hiérarchiques, l'approbation du coup de la DG. Donc c'était... je trouve qu'il y avait quand même, pour revenir au rappel, il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup de produits, beaucoup de campagnes étaient quand même lancées avec des études qui étaient réduites par rapport à la taille des budgets, à la taille de ce qu'on allait mettre en place. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a le marché qui est au cœur de choses. Donc, on fait bien sûr des études, il y a les études qualitatives, il y a des agences qu'on consulte pour cela. Mais il y a aussi le retour du coup du retail qui est extrêmement important. Et c'est ce que nous on essaie de faire. Et ça a un impact sur quoi du coup? Sur le marketing développement, mais aussi sur les créances, ça c'est sûr, c'est un gros débat du coup, débat entre les créatifs et les personnes du coup qui font remonter les infos de marché, les études, le trade marketing. Donc c'est sûr que quand on fait l'animation, il faut penser à quoi a besoin le marché. Comment ils ont réagi auparavant et les consulter surtout, avoir une approche qui est justement attractive. Également le marketing digital et les investissements médias. J'ai mis ici quelques trade-offs que je trouve intéressants parce que si on pense aux questions on se pose aujourd'hui en marketing du coup côté en 2021, il y a énormément certaines qui sont peut-être, on peut même appliquer à d'autres métiers. Comme top-down et bottom-up, je peux donner des exemples, mais il y a beaucoup de trade-offs sur lesquels on travaille un peu tous les jours. Donc, top-down, bottom, c'est un peu l'histoire du coup, par exemple, de comment on construit les produits, les campagnes. Est-ce que justement il faut en persistance écouter du coup ce que nous dit Google, par exemple, sur la performance de nos campagnes, ou bien ce que disent les clients avec des sondages, etc. Ou bien parfois on se permet de lancer quelque chose de nouveau. Donc, l'idée de nouveauté qu'on retrouve même tout part. Le local international, l'histoire du local. Donc, comment, par exemple, dans notre cas, je vous donne des exemples concrets, on a le site en 8 langues. On a une boutique à Paris. C'est assez particulier parce que du coup, on doit, à l'intérieur de la boutique, on produit une expérience qui soit intéressante pour toute la clientèle. Donc, il y a la clientèle asiatique, par exemple, la clientèle américaine, brésilienne, etc. Il faut qu'on puisse du coup interpeller du coup ces personnes. Alors que sur Internet, on a la possibilité de présenter le site en différentes langues, être dans différents supports, adapter les publicités au marché. Je pense à la Corée et à la Chine, c'est pas du tout, vous voyez même ce que fait par exemple Kiehl's, on l'a vu en Chine, c'est des publicités complètement différentes par rapport à ce qui se fait, les publicités qui sont mises en place en Europe. Donc voilà, selon l'espace, en fait, il y
des questions qui se posent vraiment tous les jours. L'organique, le paid ad, ça c'est un gros sujet du moment. Pourquoi? Parce que le paid ad, c'est tout ce qui est payé, du coup, je dirais, prend moins de place. C'est-à-dire on fait de moins en moins confiance à, par exemple, à Google, Facebook, notamment le tracking. Il y a eu plusieurs sujets cette année qui ont perturbé le sommeil des marketeurs. C'est que, il y a eu le passage à iOS 5, donc le fait de... le logiciel d'Apple en fait qui permet aux utilisateurs de ne pas autoriser la remontée de certaines données. Donc par exemple, on a beaucoup moins d'infos sur quelle est la source du CH généré par certaines pubs. Il y a eu aussi les nombres de jours, donc de 7 à 28 en tracking, ce qui veut dire que les données sont également biaisées. Donc on peut les regarder après 6 mois, mais pas tout de suite. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu l'essor des méthodes de paiement, le trade sécure en mai. Donc avec l'étape en plus, vous avez vu, il faut utiliser 2 codes fournis par la banque, donc y compris quand même les achats pour des personnes qui ne sont pas forcément averties au niveau digital. Ça a quand même perturbé vraiment du coup le tracking des publicités. Donc on fait de moins en moins confiance au paid ad et on fait de plus en plus confiance à l'organique parce qu'on se rend compte que c'est là où on peut être encore une fois différenciant et c'est ensuite les réseaux sociaux qui vont choisir le contenu lorsqu'il est intéressant. L'organique, c'est tout simplement voilà, le contenu sur lequel on n'investit pas mais qui remonte quand même s'il est vraiment intéressant. On a vu l'arrivée de TikTok et tous les autres réseaux sociaux. Donc voilà, il faut effectivement, on est en train de dégager plus de budget pour l'organique qu'auparavant on faisait confiance du coup au paid ad. Acquisition, rétention, autre grande question, je pense qu'elle est surtout liée à la pandémie. Ce qui s'est passé, c'est que pareil, après une année où on pouvait faire énormément d'acquisitions parce que l'acquisition, recrutement de nouveaux clients, parce que les gens sont, pendant un an, ils sont passés de 20 à 30% d'utilisation d'Instagram et de 10 à 20 de Facebook. Donc énormément de potentiel pour installer. En 2021, beaucoup plus difficile du coup de tenir le rythme. Et on doit se concentrer du coup sur comment développer une relation très forte avec la clientèle actuelle, donc la rétention. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire développer les programmes de fidélité, les newsletters, etc. Et ensuite, autre point qui peut être intéressant, c'est l'histoire de l'awareness et la performance. Surtout dans des entreprises comme la nôtre où on a une marge qui est quand même assez faible parce qu'on est dans un multimarque, donc on ne crée pas nous nos produits, mais on est vraiment dans la distribution. Il faut faire extrêmement attention évidemment à ce que les publicités, à ce qu'on communique apportent quand même et un impact, versus des publicités qui sont plus concentrées sur l'awareness, donc la réputation. Quelle est la différence? C'est que l'awareness, on a beaucoup plus de mal à mesurer évidemment sa portée. Donc on a des impacts plus long terme et tout, donc il y a cette histoire qui est quand même importante. Et il y a de plus en plus de PME quand même qui comprennent que tout de même, même si les fonds sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on veut mettre en place, il faut quand même investir sur la réputation, surtout quand on a une approche internationale. Donc il y a de plus en plus de PME qui ont compris quand même que ça est nécessaire. L'histoire des KPI, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire sur ça aujourd'hui? Je pense qu'il y a, on entend, surtout dans des entreprises par exemple comme la nôtre, où on essaie de tout quantifier, il y a quand même cette obsession, c'est un élément important. On essaie aussi de quantifier le maximum de KPI, ce qui n'est pas toujours possible, il faut s'en rendre compte. Par exemple, notamment voilà, avec ces problèmes de tracking, on ne peut plus se permettre de juste dire je veux un ROI temps. Il faut aller plus loin, il faut aller mesurer du coup de nouveaux paramètres comme l'engagement par exemple, comme tout ce qui va au-delà des données vraiment qualitatives. Et l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure, du coup, avec l'exemple de L'Oréal, les best practices, la différenciation. Les best practices, toujours d'actualité, mais on n'est pas du tout, ce n'est pas du tout on considère
pas que les best practices toutes seules, on essaie d'aller au-delà avec des éléments différenciants et qu'on peut retrouver en quoi c'est forcément avec une inversion de la méthode de pensée, je vais en parler tout à l'heure, comment on peut monter des idées qui apportent une différence dans le marché. C'est justement en se posant des vraies questions sur pourquoi on fait notre métier, pourquoi on s'adresse à une certaine clientèle, qu'est-ce qu'on veut vraiment changer dans la société. Je pense qu'il y a des questions sociétales du coup qui deviennent de plus en plus importantes. Donc comment changer la vie. Et enfin, voilà, une nouveauté best-seller, pareil, on ne peut pas, je me rappelle encore une fois à l'époque, chez Chanel, il y a un focus tellement important sur les best-sellers, c'est ça qui porte quand même les entreprises. Aujourd'hui, on essaye de travailler de plus en plus de toutes nos marques, en fait, qui sortent quand même 2-3 nouveautés par an. Encore une fois, pour toujours, justement, pour animer l'engagement quand même de la clientèle, pour leur faire vivre un rêve qui va au-delà tout simplement de quelque chose qu'ils aiment déjà. Et du coup, voilà, c'est cette question du why qui est très d'actualité. Je pense qu'elle va bien au-delà du recrutement, bien au-delà de la motivation de l'entreprise et de ses cadres, de ses employés. C'est une question qui peut s'appliquer même à la conception des projets, à la gestion des projets. Là où avant, on avait un gros focus sur comment mettre en place du coup les rêves du manager marketing. Aujourd'hui, on se demande du coup pourquoi on fait ça. Il faut se poser plusieurs fois par jour. On a essayé de faire cet exercice pour nous. C'était pas évident parce que nous, au début, la mission c'était déjà d'accomplir ce qu'on avait dans l'esprit. Donc, le fait avec l'intelligence artificielle de personnaliser les recommandations parfum au maximum. Donc, idéalement, de recommander le parfum qu'une personne pourrait aimer. Et on s'est rendu compte que ça justement c'est un peu le what et si on s'arrête là, on va recommander quelque chose qu'en fait la personne connaît déjà, donc elle ne va pas forcément accrocher, elle ne va pas forcément rêver grâce à ce parfum, elle ne va pas non plus incorporer du coup son idéal de beauté en fin de compte. L'idée c'est que vraiment qu'on aille au-delà, que cette personne puisse vivre voilà, son rêve en termes de beauté, c'est sur les soins ou le parfum. Et donc, faire une expérience qui soit différente. Si le parfum est un très bon exemple. Si on recommande quelque chose, un parfum que les personnes aiment déjà, où est la nouveauté, comment elle peut accrocher. C'est comme dans l'amour, par exemple, on cherche tous quelque chose de nouveau sur le long terme. Donc, l'idée, c'est de surprendre la personne avec quelque chose qui est familier, et en même temps quelque chose qui est extrêmement nouveau. C'est un peu le principe du parfum. Pourquoi on aime des parfums? Parce qu'à la fois, ils nous rappellent l'enfance, le confort, la famille, etc. Et aussi, ils nous font vivre quelque chose d'extrêmement nouveau. Donc il y a ces deux éléments qui sont un peu aux antipodes, qui doivent coexister. Et donc le how, ça sera effectivement l'idée de personnalisation, donc l'intelligence artificielle avec le parfum. Et le what, c'est du coup les diagnostics olfactifs et les marques qui sont quand même de niche, donc rares à trouver. Donc cet effet rareté. J'ai mis en plus, là j'ai mis quelques exemples de pratiques qui datent d'aujourd'hui. C'est des choses des pratiques qui vont sans doute évoluer sur des sujets clés. Personnalisation, c'est un autre. On parle depuis, je pense, même 20-30 ans de personnalisation dans le luxe, mais c'est quelque chose qui évolue. Elle évolue parce qu'on se concentre sur justement des aspects différents de la personnalisation qui vont plus dans les émotions, je pense. Le social commerce, c'est l'idée du coup de s'appuyer sur certains réseaux sociaux, même certains qui sont en train de naître pour acheter. L'advocacy marketing, donc avec du coup des micro-influenceurs, ou tout simplement mettre en avant ce que les clients aiment, comment ils aiment, et je vous montrerai un exemple qui est assez intéressant. L'histoire d'héritage, donc le retour Racing, je suis désolé de ne pas avoir écouté en entier l'intervention de tout à l'heure, mais j'ai pu comprendre du coup qu'il y avait quand même cet élément. Je pense que c'est effectivement l'actualité, à la fois ce changement, ces transitions vers
l'advocacy marketing. Voilà, on veut voir ce que le vrai, et en même temps, et donc quelque chose de plus réaliste, et l'héritage qui fait quand même rêver avec quelque chose qui est de l'ordre de l'ancien. Donc quelque chose de lyrique presque, parce que dit ancien dit quand même retour non seulement retour au passé, mais aussi à une dimension qui est tout à fait idéaliste. Et le digital, comment il évolue du coup aujourd'hui, et l'innovation évidemment basée sur les données. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être Sillage Paris, c'est une entreprise comme nous qui applique l'intelligence artificielle au parfum, mais pour créer des parfums. Donc, à la différence de Nose, qui recommande des parfums parmi une sélection de 1400 produits, de 100 marques, Sillage crée des parfums. Donc, il y a aussi un diagnostic, mais une expérience qui est assez différente. Les flacons sont tous les mêmes. On peut interagir avec des nez. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse. Le positionnement qui est un peu plus bas. Et en quoi consiste cette personnalisation? Du coup, c'est vraiment le jus. Il y a un travail sur le jus. Selon quand même des bases qui sont en commun. Donc on n'aura pas quelque chose de complètement différent. On n'aura pas un parfum qui a été travaillé pendant 3 ans par un grand parfumeur, mais on aura quelque chose de personnalisé. Ils ont eux aussi un atelier dans le 11e, donc eux aussi ils ont investi dans quand même dans un espace retail. Et voilà, je pense que la personnalisation est poussée encore plus loin, voire après. Ce que je trouve intéressant, c'est une question que je pose pendant les entretiens, c'est quelles sont les failles en fait de ce diagnostic. Il y en a plusieurs. Le nôtre, par exemple, c'est qu'il est basé quand même sur un historique. Donc là, on revient à la question, est-ce que le but est de proposer un parfum que les gens connaissent déjà, ou de proposer quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissent pas encore? Alors c'est difficile quand on se base sur les parfums déjà portés de recommander quelque chose d'extrêmement différent. Donc quelqu'un qui veut changer de piste, il y a énormément de clients qui veulent changer de piste, aura du mal à trouver du coup ça dans un diagnostic. Aussi, quelqu'un qui va acheter un parfum pour aussi. Il y aurait du mal du coup à faire un diagnostic et trouver ce... Donc comment nous on a fait, toujours dans l'idée de personnalisation, on a créé une rubrique qui s'appelle Top Picks, où on a fait les données, on fait des sélections, par exemple des parfums par exemple dark, on les appelait, des parfums gourmands, etc. Donc si quelqu'un veut changer et se diriger vers la famille gourmande, il aura du coup des choix faits par un parfumeur. Et aussi un filtre parfum très poussé, on peut même par exemple insérer des notes, on va trouver des parfums parmi les 1400 qui ont cette note de menthe par exemple. Ça c'est notre manière du coup de trouver une piste. Et ensuite, et en ce qui concerne Sillage, pareil, il y a un peu je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'ils posent des questions non tant sur l'historique, donc ce que les personnes ont déjà porté, ils posent plutôt des questions sur ce dont on a envie. Et nous, on a eu le parti pris de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on estime quand même que, d'un point de vue olfactif, les personnes souvent disent aimer la vanille et finalement, par exemple, ils n'aiment pas du tout. Donc il y a une notion d'expertise quand même qui est importante et qui parfois qui manque. Et donc, voilà. Donc la question, c'est jusqu'où on pousse cette personnalisation. Nous, on a eu le parti pris de ne pas la pousser jusqu'à la recommandation de parfums qui sont complètement différents par rapport à celui qu'ils ont porté. En ce qui concerne le social commerce, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises et d'applications qui voient le jour et qui, comme Flip par exemple, qui groupent du coup c'est un marketplace qui groupe plusieurs stores, plusieurs magasins en ligne et qui proposent du coup des produits très niches. Par exemple, voilà, par exemple, ça peut être, je sais pas, des rouges à lèvres durables, ça peut être des savons solides, etc. Donc évidemment, toute nouvelle idée, toute nouvelle niche peut trouver sa place ici, alors qu'elle n'aurait pas peut-être les moyens d'ouvrir un site en ligne. Donc c'est un peu dans l'idée d'Etsy, si vous voyez un peu. Et à côté, donc l'exemple d'une TikTokeuse qui a recommandé deux produits, et donc on voit qu'avec une opération d'affiliation assez simple où une personne se maquille en face de son miroir, donc un retour au vrai, encore une fois,
on peut assister à des ventes, du coup, à un volume de vente incroyable. Tout ça parce que voilà, cette personne a créé un engagement. Donc on croit de plus en plus à l'engagement pour générer de la performance, là où avant on se disait non, je ne vais pas investir dans l'engagement, ça c'est pour les grandes entreprises qui ont des budgets, je vais m'arrêter à des pubs, comme je disais tout à l'heure, du coup le Google, Facebook, il croit de moins en moins suite à ce qui s'est passé cette année. Donc on croit voilà, surtout micro-influenceurs, et les clients qui tout simplement deviennent influents. Du coup, on revient en advocacy marketing. Un bon exemple, c'est Glossier. Glossier, c'est une entreprise qui s'est installée en France il y a 2 ans, je pense. Qui a lancé en tout cas son site en France il y a 2 ans. Un de ses piliers sur YouTube, par exemple, c'est une rubrique qui s'appelle Feeling Like Glossier, où des personnes, des clients, ont décidé, du coup, on leur demandait évidemment de mettre en avant comment, dans leur quotidien, ou dans leur quotidien, s'insère du coup le produit Glossier. Donc il y a une vraie, on montre, il y a une approche vraiment intimiste, on montre comment dans sa journée, à quel moment on l'utilise. Donc encore une fois, il y a un vrai focus sur les émotions et tout ce qui va avec la beauté et non seulement la technicité. Et surtout, il y a du coup des personnes qui ne sont pas influenceurs de profession, qui prennent la parole et qui génèrent un impact énorme. À côté, un exemple différent, là on a une micro-influenceuse par exemple, et du coup, je ne peux pas vous donner les détails il y a quand même un budget assez important qui a été investi par Margiela par exemple sur cette collaboration, et tout en sachant que c'était une micro-influenceuse. Donc on voit, il y a une vraie transition, on investit de moins en moins les grandes micro-influenceuses qui perdent un peu leur légitimité. On se concentre plutôt sur plusieurs micro-influenceuses pour justement, encore une fois, garder cette authenticité derrière les opérations. Ensuite, la notion d'héritage, j'ai donné 2 exemples, c'est des maisons avec lesquelles on travaille. Creed, ça a été racheté par BlackRock l'année dernière, donc un grand groupe d'investissement. Et je pense que la première action qu'ils ont lancée, c'était ils se sont vraiment concentrés sur le lancement de ce magazine. La page que je vous montre là-bas, c'est une page journal sur leur site, mais ils ont aussi lancé le Creed Magazine. C'est un peu comme Acme, du coup c'est un magazine qui présente tout l'héritage de la marque. Par exemple, la famille Creed apportait du coup des armures qui venaient du Japon. Il y a toute une histoire sans les fouiller dans les archives, vous pourrez trouver les éléments du coup qui appartenaient à la famille et le lien avec le Japon qui est assez inconnu. Ils ont lancé ce magazine avec des très beaux shootings d'ailleurs. Ça c'était leur première action, ils ont lancé une collection de mâles par exemple. Donc c'est assez intéressant parce que voilà, l'approche avait pu être complètement différente à une autre époque où par exemple suite à l'achat de BlackRock, on aurait pu s'attendre à une revue, par exemple à le lancement imminent de leur site en France ou la revue de leur publicité. Non, ils sont concentrés sur l'héritage. Caron, pareil, ça appartient aujourd'hui au groupe Rothschild, le monde de Rothschild, et pareil, il y a un très grand focus sur les fragrances iconiques. Donc ils ont lancé avec le nouveau-né une collection qui s'appelle Collection Merveilleuse avec 8 nouveaux jus, mais il y a aussi les parfums iconiques de la maison qui gardent une place importante, et ils lanceront bientôt une campagne qui est vraiment dans l'histoire. Le digital, je donne plus que, voilà, il y a évidemment l'exemple de Sephora qui est quand même reste important, c'est-à-dire la déclinaison quand même en boutique de ce qui se trouve sur leur site et vice versa. Mais il y a aussi Valley Grey qui est un autre exemple, c'est un de nos concurrents, c'est à Los Angeles, ils ont une grande boutique, un concept store, et une expérience en ligne qui est vraiment à la hauteur de cette réalité retail, donc de leur boutique à Los Angeles. Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup tout le contenu, la plupart du contenu qui est mis en ligne sur leur site évoque quand même l'ambiance qu'on peut respirer dans ce lieu. Et c'est le challenge qu'on a nous aussi quand on a décidé par exemple de mettre en slider tout en haut de la baie, du coup des lieux de la boutique, le bois, les couleurs, on essaie d'évoquer les odeurs qu'on peut respirer dans la boutique à travers la homepage. Et enfin, voilà, l'histoire des data, comment on utilise du coup, les data. Alors,
c'est sûr que du coup, les données, par exemple, que NOSE côté sont extrêmement précieuses, c'est-à-dire qu'on a 10 ans de diagnostic, à peu près 300 000 diagnostics, et il y a aussi une raison si on a fait le choix de se concentrer sur l'histoire de chaque client, donc quels sont les biens d'affaires qu'il a apportés. C'est pour voir aussi quelles sont du coup les tendances, évidemment, mieux comprendre du coup quelles sont les attentes. Donc ça c'est sûr que le fait de poser des questions très précises permet d'avoir des données plus précises. Donc ça c'est quelque chose qui est très d'actualité. Là où Guerlain, par exemple, je donne un exemple, Guerlain comme Sillage a fait le choix de plutôt être dans une démarche où on cherche à comprendre ce que les gens aiment, avec du coup des visuels, avec des mots qui évoquent du coup les ingrédients, et on essaie de comprendre un peu, de les faire parler. Donc il y a ces deux approches qui sont pour moi très différentes dans l'utilisation des data. C'est jusqu'où on va demander l'info, jusqu'où l'info est intéressante pour une entreprise, et surtout quand on a une entreprise dans l'innovation. Donc ça c'est... J'espère malgré tout de vous avoir appris du coup des cas intéressants. Donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à certains axes qu'on a vu ensemble. Moi j'ai une question justement sur la dernière diapo, le fait d'avoir ces 300 000 diagnostics et toutes ces datas, vous pouvez être B2B, c'est-à-dire donner des, enfin j'imagine pour des grandes marques que vous citez, donner des informations. Il y a ça aussi, vous développez, ou c'est simplement au service de votre propre... Non, effectivement, ça pourrait être le cas. Oui, on ne le fait pas aujourd'hui. Vous ne le faites pas, mais ça peut être on l'a fait, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné une licence. Il y a encore des boutiques en Italie et aux Pays-Bas qui utilisent notre licence diagnostique. Mais on n'utilise pas les données pour les par exemple... On a essayé de travailler avec surtout des entreprises qui font des études pour donner du coup des données, mais c'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui, mais c'est tout à fait... Parce que vous devez avoir un trésor d'informations. Après, l'idée c'est de... Oui, il y a aussi une question de confiance, c'est-à-dire nous on a quand même notre système pour qualifier les parfums, on a cette démarche, donc elle peut être plus ou moins intéressante en fonction des acteurs. Il y a différentes manières enregistrer toutes les données sur les préférences olfactives de nos clients. Nous, on a cette démarche, mais il y a bien sûr plusieurs groupes qui nous ont... Et j'avais une deuxième question, c'est au fur et à mesure des années, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. 10 ans. Alors sur le produit lui-même, parfum, quelles sont les grandes tendances? Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Les gens veulent des parfums différents, enfin, c'est quoi le... Alors, je pense qu'au début, on n'avait pas assez de diagnostics, parce qu'il en faut quand même beaucoup pour tirer des conclusions, pour tirer des conclusions. Je ne saurais pas vous dire, d'autant plus que personnellement, je suis arrivé dans l'entreprise il y a 4 ans, je ne saurais pas vous dire ce qui était nos clients préférés il y a 6-7 ans. En revanche, aujourd'hui, il y a des grandes tendances quand même qu'on retrouve finalement dans nos best-sellers. C'est-à-dire que les best-sellers de nos marques, on a près 100 marques, il y a des marques qui sont plus importantes que d'autres en termes de volume. Il y a quelques best-sellers, ces best-sellers-là, ils correspondent quand même à donc c'est la marque qui compte ou c'est le... Enfin, parce que ce que je comprends, c'est que c'est déshabiller de la marque. Les gens au départ sont déshabillés de la marque. Ils ne veulent pas acheter Armani ou Caron, voilà. Mais alors du coup, c'est quoi les grandes tendances? On veut des parfums, on change plus souvent de parfum, on veut des parfums plus sucrés, on veut des parfums plus, je sais pas, c'est quoi les... Je pense que ce que je veux dire, c'est que ce que nous comprenons en analysant nos données, c'est que la sensibilité olfactive en général, elle évolue, sans trop généraliser, elle évolue quand même dans une direction qui est proche des nouveaux lancements et des best-sellers qui sont ensemble. Pas étonnant, ça veut dire qu'il y a d'autres groupes qui ont aussi des informations intéressantes. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas imaginer que, surtout aujourd'hui, qu'un client parfum achète par exemple tous les 6 mois ou 1 an. Il y a beaucoup de clients qui achètent très régulièrement. Donc
ça veut dire par exemple plusieurs fois par mois ou une fois par mois, ça donne énormément de bouteilles. Donc, mais des bouteilles différentes, c'était sa question. Des bouteilles différentes ou les mêmes bouteilles? Ça peut être les deux. Ça peut être il y a une sorte de, par exemple, pendant le confinement, aussi avec la cosmétique, tout comme les gens allaient dans les supermarchés pour récupérer des pâtes et du riz, chez nous, ils stockaient aussi des parfums. Donc, moi, j'ai 4 parfums, et en fonction de mon humeur le matin, je vais mettre un vétiver ou un Hermès. C'est-à-dire que nous, on a une médiane, on sait que... Mais je ne suis peut-être pas typique. Non, mais il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de personnes comme vous, et même qui vont au-delà des 4. C'est-à-dire que... donc, la médiane, c'est plutôt 6 mois, mais ici, il y a des cas de figure très différents. Donc, des personnes qui sont plus assez achats rationnels, ils achètent tous les ans ou 2 fois par an, mais aussi des personnes qui achètent très régulièrement, donc ce qui donne une médiane de 6 mois. Mais ça reste immédiat. Question, votre système donc ce qui est très intéressant, c'est de découvrir un univers nouveau qui est effectivement la parfumerie. Votre système de diagnostic fonctionne comment? Quelles données de base il utilise pour pouvoir effectivement... Alors, on demande simplement quelques questions de gens, etc., et démographiques. Ensuite, on demande quels sont les derniers parfums que la personne a portés. Donc, ils peuvent créer dans notre base de données identifier son parfum et à quel moment il l'a porté. Sur la base de ces informations, on recommande des parfums. Donc, ce qui veut dire que nous, dans l'algorithme, on a dû quand même qualifier un peu tous les parfums existants. Il y en a beaucoup qui manquent, on le sait parce qu'il y a, pendant qu'on parle, il y a des relancements qui se font dans le marché. Mais donc, c'est l'historique. De ce que vous me dites, j'ai l'impression qu'en fait, l'algorithme, l'élément le plus important, c'est l'historique du client chez vous. Non, pas chez nous. Non, parce que lui, il peut insérer par exemple du rhum dans les parfums qu'il a portés. Donc les parfums qu'on ne vend pas. D'accord. Et c'est ça le travail pour les nés et les data scientists, c'est de récupérer les données sur les parfums qu'on ne vend pas. Du coup, il y a énormément de parfums des arts, par exemple. Moi, je fais le lien avec ce que disait Jean-François tout à l'heure. Il parlait d'expérience. Et pour moi, le parfum, c'est l'olfactif. C'est-à-dire, c'est une expérience. Et comment est-ce que vous réussissez, à travers ce site, à créer cette expérience? Parce que l'expérience, elle est bien dans la boutique, mais il n'y en a qu'une seule. À Paris, je peux y aller. Mais si je suis à Bordeaux, à Toulouse, c'est compliqué. Si je suis en Corée, si j'ai bien compris, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas une à Séoul, il n'y en a pas une à Pékin. Comment vous faites cette expérience? Enfin, je sais pas... Déjà, une question importante, c'est que la boutique n'est pas seulement une vitrine à Paris, elle est quand même, on la retrouve quand même sur Internet, donc ce lieu, il respire quand même grâce au référencement. Il respire. Ouais, il respire. On essaie de faire en sorte qu'il respire, et surtout, donc concrètement, quelqu'un en Corée, il a quand même aujourd'hui accès à beaucoup de contenu qui est mis en ligne par des influenceurs ou des clients qui ont de la boutique et qui ont du coup... avec leur approche. Par exemple, en Corée, il y a un gros focus sur les promotions, donc aucune promotion, et sur le testing, l'essai, en fait, les essais des produits. Ils adorent un peu plus que d'autres populations, ils adorent essayer avant d'acheter. Et donc, sans faire nous des cubes sur, disons, en coréen, qui mettent en avant du coup le testing, il y a des personnes du coup, qui ont déjà créé ce contenu. Donc ça, c'est le contenu qui est mis en ligne par des personnes, des ambassadeurs en fait. Et après, au niveau du site, on travaille à des refontes un peu chaque année, et l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de toujours en gardant cette approche technique, parce qu'on veut pas, on veut que le client vive ses émotions de son côté sans que nous on doit lui dire qu'est-ce qu'il doit sentir, donc quelles émotions il doit vivre. On reste sur la technicité, donc les matières premières, les nez, etc., mais avec un impact visuel plus important. Par exemple, l'idée c'est qu'un jour on puisse avoir, on est en train de travailler sur un glossaire parfum, et l'idée c'est qu'un jour on puisse, du coup, par exemple, avoir une pyramide olfactive où on sélectionne chaque matière première, et il y a la matière première qui s'anime, et on voit exactement ce que c'est. Par exemple, je sais pas, le champaca, par exemple, c'est un ingrédient utilisé en parfumerie, je ne sais pas combien de personnes parmi nos clients connaissent le champaca, c'est déjà intéressant de voir à quoi il ressemble et de donner cette curiosité en fait aux clients, toujours dans l'histoire de s'approprier. Mais il y a un moment, vous envoyez des échantillons? On envoie des échantillons, oui.
À un moment, de ce que non, c'est toujours le cas. à un moment, vous identifiez 5, Ouais, là, c'est ce que vous avez dit, et vous envoyez les 5 échantillons. Ouais. Oui, c'est ça, le schéma manquant. Ça, je ne vais pas répéter, mais oui. Je ne respire pas à travers l'ordinateur. Après, J'ai pas entendu. non, Tu m'as mais dit ça Oui. Là, vous savez un peu. J'ai pas Ça a pas mis été- l'accent sur ça parce que, après, la question, je la trouvais quand même intéressante. Je pense qu'avant que les gens décident d'acheter, de faire le diagnostic, d'acheter le kit, il y a quand même, il faut les convaincre avant. Ouais. Même si le Mais kit ils coûte 10 achètent euros. le kit, combien coûte 10 euros. Donc ça. c'est très très Donc, t'as accessible 5, par Ah, rapport moi, à... 5. Ouais. Donc là, tu peux Et faire 5 ton et expérience à la on fait maison. l'expérience comme ça. Et c'est ça que nos ambassadeurs, nos clients mettent en avant. Ils adorent cette expérience où ils s'improvisent. Ah, mais il y a l'expérience, alors Oui. donc de fait, c'est. D'accord. Et c'est des parfums qu'on trouve Et pas ils ont en le- boutique facilement, alors. Parce que si on les trouve chez Sephora... Tu Nous, vois on ce n'a que que je- des parfums qu'on ne trouve pas, par exemple. Oui, c'est ça, parce que si c'est pour me dire Exactement. numéro 5 de Chanel... Après, ils peuvent ou, aussi aller sur le site de la marque et l'acheter. Voilà, sur- mais oui, parce qu'autrement... Non, mais si Voilà. c'est 10 euros, effectivement, ça Oui. permet Voilà, comme t'as ça cinq d'avoir tout à un fait. truc. Après, le problème, c'est quoi? C'est que voilà, le kit, il est à 10 euros, le prix moyen autour de 160, 170, donc il y a quand même un grand écart entre... Attends, c'est 10 euros. Les sacs, Les sacs après, que tu tu as choisis. été. Qui sont en plus sélectionnés. remboursés lors de Quand l'achat. t'achètes, Mm. après tu choisis, tu veux, tu le D'accord. commandes. Ah oui, donc je vois la valeur ajoutée maintenant, d'accord. Oui, je sais que Mais les sacs, autrement, c'est-à-dire. c'est vrai que tu ne devais pas comprendre bien comment ça se passait. Non, mais j'étais très rapide sur cette partie, mais effectivement, elle est importante. Les gens peuvent... Non, non, mais en fait, simplement regarder Nos, je regardais ce qu'était Nos, et j'ai vu le truc, je suis resté que là. Mais d'accord, ok. Donc, est-ce que le système de recommandation automatisé que vous avez proposé n'a pas eu, au début, tendance à resserrer progressivement le nombre de références que vous proposez, parce que vous en avez quand même énormément, 1400, c'est gigantesque. Et donc, est-ce que vous n'êtes pas... il n'a pas fallu mettre en place un système pour apporter de la diversité? Alors, cette diversité, elle réside déjà dans le... Pas de la surprise. Oui, non, même dans le process de sélection, c'est-à-dire que quand notre équipe olfactive ou mon équipe, nous choisissons les nouvelles marques, les nouveautés à intégrer, on ne va pas du tout regarder ce qui a marché, ce que les gens ont inséré en entrée dans le diagnostic. On a une approche qui est complètement différente. On intègre des nouveautés sur la base de, surtout en ce qui concerne le parfum, sur la base du retour de l'équipe olfactive. Donc si le nez est convaincu par le jus et pense qu'il apporte une valeur ajoutée, on le prend. On ne va pas regarder... comme quoi, les big data, on en a beaucoup, mais on ne va pas les utiliser pour tout, du tout. C'est notre approche. Parce qu'on veut éviter justement quand on intègre une référence, on fait en sorte qu'elle soit complémentaire par rapport à ce qu'on a déjà. Et parfois, il y a des très beaux jus avec des très belles matières qui sont... Les big data un peu regardent doublons. le passé, hein, elles ne regardent pas l'avenir. Donc Exactement. si on veut être dans le créatif et un peu l'imprévisible... Et surtout, c'est ça, c'est ce que je Oui, disais tout à l'heure, on devrait c'est baisser la nouveauté. Oui. Pour justement garder l'engagement de notre clientèle, on a besoin d'apporter la nouveauté, de s'arriver avec quelque chose de nouveau. en Il y a l'effet... Chaque semaine, il y a des... Il y a l'effet d'autoréalisation, c'est-à-dire qu'elles vont proposer, elles vont de fait progressivement resserrer le nombre de... Il y a un effet d'autoréalisation. Oui, mais c'est à eux justement de ouais. rouvrir chaque fois. Je pense que c'est votre rôle. Exactement. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était les micro-influenceurs. Donc, vous êtes en train de dire que les grands influenceurs, parce qu'on entend, hein, c'est vrai, perdent de leur crédibilité. Là, il y a eu des petits scandales franco-français. Mais... Et en plus, quoi. Et alors, du coup, c'est quoi? Alors, du coup, ils sont jetables, les influenceurs. Non, mais c'est vrai. C'est un peu... Alors, On a un peu la c'est un peu réducteur de... Oui, Non, mais oui. ce que je veux dire là, ça va être un peu réducteur, mais c'est sûr que si on a un budget, on investit sur plusieurs influenceurs 5 versus 50, il y en a une ou deux qui sautent. On a perdu une moitié du budget, donc c'est une question de diversification aussi du risque. Et aussi parce que d'un point de vue légitimité, on fait plus confiance à quelqu'un qui a une audience très ciblée et qui parle, qui raconte le vrai, etc., plutôt qu'à quelqu'un qui est complètement dans une dimension complètement idéalisée. Donc ça, il y a quand même une prise de conscience, surtout pendant l'année 2020, avec le confinement, le temps qu'on a consacré, les gens ont consacré aux réseaux sociaux, plus de conscience par rapport à la vérité qu'il n'y avait rien des influenceurs. Et une autre raison, c'est aussi que dans notre cas, par exemple, on a le site Angulang, des opérations dans une trentaine de marchés. On veut cibler du coup ces marchés-là, on ne pourrait pas le faire avec... donc si on veut être dans une approche internationale ciblée,
forcément, on doit choisir aussi des emplacements moins importants. On ne pourrait pas avoir du Carafferani partout. Alors, 1400 références, c'est énorme. En fait, comment ça se gère? Ça se gère comme si on gérait une gradation de couleurs, comme si on gérait comment on appelle ça, les trucs qu'on voit pour choisir une peinture, ou choisir une couleur. Ça se gère comment? Par des échelles? Comment ça gérer tellement de références pour un client? Pour un client, il y a justement ce diagnostic, il y a les sélections dont je parlais tout à l'heure, les topics, il y a le filtre. On peut choisir par exemple année et la matière première mangue en notre primaire. On tombe sur les parfums qui... donc ça, notre mission, c'est vraiment justement de donner les outils au client, non pas pour le guider comme un enfant de jusqu'au choix, mais au moins de donner les outils pour s'approprier notre sélection. Et le fois d'après, il va changer, il va peut-être intégrer pas du tout la mangue, mais les notes boisées parce qu'il y aura des quoi. Donc c'est un process pour quelqu'un qui est intéressé par le parfum. C'est toujours d'intéresser les personnes au parfum, à la parfumerie du niche, et leur faire découvrir une expérience qui va au-delà d'un simple achat, mais plutôt sur le long terme. Il y a plein de personnes qui connaissaient rien au parfum et qui, grâce au diagnostic à notre site, se sont intéressées. Et voilà. Et là, on est en train de travailler sur du contenu éditorial, justement, pour être un peu dans le e-learning, finalement, donc pour ceux qui sont intéressés. Vous n'utilisez pas des phrases du style j'aimerais un parfum qui sent le cookie, ou si vous l'utilisez ça, nous, le parfum de ma grand-mère. Non, c'est là où on a fait une distinction, on ne parle pas le langage de notre clientèle, voilà. Dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a une approche technique parce que c'est le dénominateur commun. Parce que si on commence à parler de cookies, par exemple, même dans nos fiches produits, on retravaille tous les textes, il n'y a rien qui est copié-collé de ces faits. Et si on commence à parler d'odeurs, je sais pas, reconfortantes, passionnantes, mystérieuses, etc., ça ne veut rien dire. Et chacun attribue ce qu'il veut à ces mots. Donc on est dans une approche hyper spécifique. C'est une très bonne question, c'est ce qu'on essaie de faire depuis. Tu as fait le seuil de quoi, enfin what, et quoi et pourquoi. Et on imagine que dans le pourquoi... C'est le Golden Circle de Simon. Non, mais en fait, derrière, dans le pourquoi, tu as évoqué plusieurs fois, justement, l'expérience, c'est l'enfance. Oui. Dans le pourquoi, ça veut dire que tu veux donc aider les gens, peut-être expliciter le pourquoi cette odeur. Tu parlais qu'il y avait 4 ou 5 odeurs, dont celle dans la crèche ou dans l'héliotropine. Oui, l'héliotropine de l'LSD, mais donc les gens recherchent aussi le pourquoi. Alors, est-ce que c'est ça que je pense que le why, on peut l'appliquer dans les recrutements. Pour son entreprise tout à l'heure. Ouais. C'était plus pour le... on peut l'appliquer au recrutement, on peut l'appliquer à la motivation, le leadership, on peut l'appliquer au projet. Est-ce qu'on peut l'appliquer... Est-ce que les clients... c'est pas le client, c'est par rapport au client, je voulais dire, est-ce que cette grille... Oui, en donner un sens, il faut l'appliquer surtout quand on crée un projet pour les clients, il faut se demander qu'est-ce qu'on... En fait, en quoi on va vraiment changer leur vie. C'est pas juste on va leur donner ça, on va voir ce qu'ils font avec. Il y a plein d'idées qui peuvent être différenciantes, mais qui ne sont pas exactement ce qu'un client recherche. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut lui donner ce qu'il a. Évidemment, on peut créer un besoin, mais... ce que je veux dire, c'est que c'était par rapport aux propos que Jean-François a développé au début sur la notion d'expérience. Et que donc, en définitive, le parfum, c'est aussi le retour, non pas à l'enfance, mais le retour à des expériences passées, et qu'on se retrouve et on se sent bien. On va rechercher une expérience agréable, évidemment, et que c'est peut-être aussi un des éléments importants dans le parfum qui est aujourd'hui développé, enfin, tout ce que vous développez aujourd'hui, faire en sorte que cette expérience corresponde à une histoire du passé dans laquelle on... Enfin voilà, c'est la Madeleine de Proust, quoi, c'est plus que ça, parce que votre promesse, c'est changer la vie. Alors pour toi, tu traduis tout de suite le passé, mais il y a des gens, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être au contraire une odeur que j'ai jamais sentie. Non mais je veux dire, à mon avis, c'est une hypothèse. Il a évoqué l'enfance plusieurs fois. Oui, non, mais je suis parce que c'est vrai, effectivement. Mais ça peut être, je veux complètement changer d'odeur, parce que cette odeur, je vais être en rupture avec... Après, on peut se poser la question, pourquoi on veut changer quand on change d'odeur, pourquoi on se retrouve quand même dans une odeur qui est reconfortante.
il y a quand même un l'hypothèse, élément... elle est quand même forte. Oui. Je veux dire, je pense que vous Ouais. ciblez quand même des gens particuliers. Il y a quand même beaucoup de gens, ils se mettent un coup de pchit ou rien du tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Axe. Mais c'est une très bonne question. On se posait cette question pendant un séminaire il y a 10 jours. Et justement, on s'était demandé... Pourquoi on essaie d'aller toujours plus loin, mais on s'était dit, mais il faut pas imaginer... comment dire, il faut que ça reste universel en fait. Et donc l'enfance, c'est une dimension qu'on retrouve, c'est sûr que ça fait partie du parfum, mais l'idée c'est pas juste, on peut pas résumer la mission à faire en sorte que les parfums évoquent des parfums. Moi, chaque fois que j'ai été enceinte, et je l'ai été 6 fois, le parfum que je mettais, je ne pouvais plus le supporter. Une raison, ça pour... à chaque fois, je pouvais... Toi, Angel de Mugler, j'ai porté pour ma quatrième. Mais je peux plus. Et toi, si tu veux, ça peut être dire. Mais je veux absolument rien qui rappelle Angel. Est-ce que les 4 que tu as aujourd'hui, ils sont en rupture avec les 6 enfants? Ou est-ce que... Les 6 enfants, oui. Oui, mais tu dis que tu en avais 4 aujourd'hui de parfum. Ah oui. Ah oui, non, je ne sais pas. C'est une bonne question. Parce que je là, pense la que question... je me suis beaucoup éloignée de certains parfums. Parce que ce que moi je me dis, c'est que bon, le parfum, c'est aussi son histoire à soi, quoi. Et est-ce qu'on n'est pas emmené à changer régulièrement de parfum en conservant peut-être les anciens, et puis une lassitude, et on passe à autre chose. Alors on peut passer de la vanille à je sais pas quoi. Et puis. Est-ce qu'il y a des parfums de notre époque, des odeurs contemporaines? Est-ce que c'est un effet de mode aussi? C'est très curieux d'ailleurs quand on dit les parfums contemporains. Sur quelle base on considère qu'un parfum est contemporain? C'est curieux quand même. C'est très curieux au final. Chaque fois je suis étonné quand on me dit non, ça c'est ancien, ça c'est... Après il y a un retour aussi des parfums rétro par exemple. Donc tout ce qui est sucré par exemple, qui fait un peu petit. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'âge? C'est un peu magique. Là, mais il y a aussi, en fait, d'un point de vue physiologique, notre nez, le sens de l'odorat évolue. Mais c'est ça. Donc par exemple, et en plus avec le Covid, on l'a vu, la personne finit par aimer des... Là, il y a eu des clients qui ont été perdus là. Ou qui ont changé très vite. Ils ont besoin de parfum. Non, mais c'est quand même, ça fait référence à la fois l'imaginaire, parce que malgré tout, là, le marketing des parfums est toujours lié à un univers, quoi. Un univers un petit peu, et puis de plus en plus d'hommes, de femmes aussi, d'acteurs et de... Tu vois quand même beaucoup des parfums avec des films, vidéos magnifiques, des images, tu sens rien, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose de très conjointant aussi, c'est l'avènement de la danse. Oui. Au sein des publicités de parfums. On retrouve à la fois dans les parfums commerciaux et dans les parfums niche cette dimension de la danse qui anime du coup un peu comme les effluves dans l'espace. C'est vrai pour certains vêtements, même pour le café. Oui. Lacoste, ils avaient fait un truc très très bien sur la danse. Mais je ne sais pas s'il y a des marques. Oui. Ou dimanche. Mais là c'est pareil, il y a des modes dans les créations. Non mais le parfum c'est... Mais c'est un univers. Mais c'est pour ça que c'est intéressant pour les conseillers d'animer du coup visuellement. Il faut quand même traduire les odeurs avec les visuels. Donc même si on a un kit qui permet de sentir à chaque fois les parfums recommandés, je pense qu'il faut d'abord que dès qu'on accède au site, qu'on voit, et donc la danse, les mouvements peuvent être intéressants. Bon, je suis désolé, mais le temps passe, et vraiment sur le parfum, c'est passionnant. Là, on est dans les travaux pratiques, en quelque sorte. Donc, merci à vous deux.